Je me présente, je suis Maurice Rebex, je suis photographe, écrivain, aventurier et l'auteur de cet ouvrage récemment paru chez Albin Michel. Et vous l'avez compris, je ne viens pas ici exprimer un propos scientifique, ou plus exactement, un propos qui correspondrait au credo. La traductrice me fait signe. Voilà, là vous m'entendez pour de bon. Bien. Il a fallu que je mentionne le nom de credo scientifique pour que tout se mette à bien marcher. Mais je ne viens pas parler au nom du credo scientifique occidental, ce qui implicitement sous-entend que je fais partie de ceux qui savent qu'il y a dans ce monde différentes civilisations, et donc non pas la science, mais les sciences, et un dialogue possible entre ces différentes sciences. Et puisque je viens, vous l'avez sans doute compris, parler un peu de ma relation au monde indigène, et notamment des Sioux Lakota, des plaines d'Amérique, il me faut commencer par faire la chose la plus traditionnelle du monde dans les sociétés indigènes, c'est-à-dire à dire merci, à remercier Christian Tremblay et son épouse, à remercier José Carlos Herreras, ainsi que tous les organisateurs et toutes les organisatrices et organisateurs de ces assises, les techniciens, les bénévoles, les participants, et vous-même qui me faites l'honneur de votre présence. L'esprit ensauvagé, c'est donc un essai qui, vous l'avez compris, interroge l'histoire de la relation du monde occidental au reste du monde, ceux qui se sont targués d'être les civilisés, et qui, dans cette relation, interroge pour savoir qui est le civilisé et qui est le sauvage dans cette histoire de relation. Et donc, vous voyez, je commence par évoquer les Lakota et non pas les Sioux, de la même façon qu'il nous faut aujourd'hui savoir parler des Dinés. Je vois une petite main se dresser sur le bord de l'écran dès qu'on dit les Sioux. Ah oh. De la même façon qu'il nous faut savoir dire les Dinés et non les Navajos, ou les Apsaloques et non les Crows, c'est-à-dire une invitation à réformer nos façons de faire et nos façons de dire pour adopter une autre façon d'être au monde. De quelle façon d'être au monde je parle? Je voudrais l'illustrer par une anecdote. Mon ami et frère de danse du soleil, Wabanakut Kinu, de la nation Anishinaabe, ceux qu'on appelait hier encore les Ojibwe, les gens de la forêt au Canada. Mon ami Wabanakut en est au 4e jour de deuil de son père. Et il regarde le feu qui brûle depuis 4 jours lentement s'éteindre. Il ne va pas le ranimer, il va le laisser s'amenuiser et puis s'éteindre. Et mon frère de Sundance, Wabanakut, est à ce moment-là pris de colère et de doute face à la cruauté de la perte d'un père parti trop vite. Et il ne se sent pas de recours possible à sa spiritualité, sa colère l'emporte, et son refus. Mais dans le jour qui se lève, son regard est attiré au-dessus de lui, alors qu'il est en train de commencer à porter le deuil de son père, Tobasanakut Kinu, qui était un chef de chefs dans la nation Anishinaabe. Et alors que Wabanakut lève les yeux, il voit passer au-dessus de lui un petit nuage de brume qui traverse le ciel, seul, isolé, dans un ciel clair, et qui s'éloigne. Et à ce moment-là, explique-t-il dans son livre « La force de marcher », sa colère ne s'amenuise pas, mais il sent que quelque chose vient de se dérouler qui lui permet de se réapproprier son sentiment d'appartenance au monde, perdu au fil de sa colère. Car le petit nuage qui vient de passer au-dessus de lui est évocateur du nom de son père,
Tobasanakut, car dans la langue des Anishinaabe, Tobasanakut signifie nuage passant bas. À ce moment de manifestation de ce phénomène, de ce clin d'œil de l'univers, Wabanakut a ce mot. Les langues indigènes contiennent la compréhension du monde de nos ancêtres. Les langues indigènes contiennent la compréhension du monde de nos ancêtres. Quelle est donc cette compréhension du monde, qui est celle de tous les peuples indigènes sur cette planète ? C'est-à-dire 5% de la population mondiale, mais les gardiens de 85% de la diversité globale. Leur compréhension fondamentale est une médecine au sens indien du terme, pour nous, les civilisés. C'est la compréhension que nous appartenons à plus grand que nous, que nous appartenons, que nous sommes dans une situation d'appartenance, alors que depuis déjà quelques siècles, nous nous sommes installés dans la situation des possédants et nous comportons vis-à-vis du monde naturel comme des propriétaires. Et voilà que, grâce au passage d'un nuage passant bas, il nous est offert la possibilité de comprendre ce que Wabanakut exprime quand il dit « Les langues indigènes contiennent la compréhension du monde de nos ancêtres ». Quelle est cette compréhension du monde ? Quand j'étais enfant, l'expression « le vivant » n'existait pas. Elle est aujourd'hui utilisée, y compris de façon académique dans les milieux scientifiques, le vivant. Le vivant, utiliser cette formule pour inclure tout ce qui vit, c'est d'une certaine façon valider la compréhension des animistes, des sauvages, des indigènes, pour qui le vivant, c'est exactement cette compréhension du monde de leurs ancêtres. Le fait d'appartenir à un ensemble global qui inclut toute la vie, toutes les vies, dans un seul et même cercle. Pour illustrer cette compréhension, j'ai envie de vous dire la chose suivante. Aho mitakuipi, mie chante washtea, nape chusapelo. Et donc, dans un effort de contribution à votre assise sur le plurilinguisme, je viens donc de m'exprimer dans deux langues simultanément. La langue des Lakota, que je suis le seul à comprendre dans cette pièce, si je ne m'abuse, et la langue des signes. La langue des signes qui a la particularité d'être une langue sans parole. Et aussi, petit pied de nez de ceux qui en font l'usage, qui est la langue dont on dit qu'elle offre le plus de capacité de subtilité à l'expression, tant le fait d'utiliser des gestes, les mouvements de son corps, les expressions de son visage, donne à cette langue une gamme de modulation du propos beaucoup plus large que les mots eux-mêmes. Je viens donc de vous dire « Salut, mitaku epi mes relations. Moi, le cœur bon, j'offre ma main pour la marier avec la tienne. Mitaku epi mes relations. » Cette notion du vivant, cette notion récente dans nos langues, le vivant, cette catégorie récente, récemment établie, elle est une invitation à décoloniser nos esprits. En 2017, un député maori de Nouvelle-Zélande déclare à l'Assemblée nationale néo-zélandaise, au Parlement néo-zélandais, « Ko ao te awa, ko te awa ko ao ». Avec ces mots, Adrian Rurawe, député maori, déclare à propos de la rivière Wanganui qui coule sur le territoire de ses ancêtres. Il déclare « Je suis la rivière
et la rivière est moi. Et c'est la raison fondamentale pour laquelle, depuis un siècle, les Maoris se battent et obtiennent en 2017 la reconnaissance pour la rivière Wanganui du droit juridique d'être défendue à titre de personne. Dans l'histoire moderne, dans l'histoire de nos droits, de nos juridictions, c'est le premier exemple pour lutter contre un écocide, c'est le premier exemple d'établissement du droit de ce que nous considérions jusqu'alors comme un objet, une rivière, et qui, grâce à la compréhension du monde des ancêtres maoris, devient une personne, possiblement défendue en cour de justice néo-zélandaise comme une personne. Vous connaissez toutes et tous le mot de Philippe Descola, éminent anthropologue, qu'on présente souvent comme l'héritier de Claude Lévi-Strauss. Philippe Descola, très connu pour son mot « La nature, ça n'existe pas ». Ou plus exactement, ajoute-t-il, la nature est un concept inventé par l'Occident pour pouvoir désigner quelque chose dont on se détache et dont on s'exclut peu à peu. Et ce qui est intéressant dans ce mot de Philippe Descola, c'est que cette observation lui vient alors qu'il est chez les Achuars, ceux qu'avant nous appelions les Jivaros. Et comme Philippe Descola revient de chez les Achuars avec toute sa tête, il a le souvenir frappant d'avoir réalisé, en suivant une mère de famille Achuar dans son jardin, dans son potager, il réalise que cette femme utilise à l'égard de ses fruits et légumes exactement les mêmes paroles, affectueuses et tendres, qu'elle utilise avec ses enfants. Et de cette observation, Philippe Descola en conclura « La nature, ça n'existe pas ». Ou plus exactement, c'est la désignation que nous avons choisi de faire pour nous en détacher. Et nous en détachant pour décider que nous en serons les maîtres, selon le fameux mot de Descartes. Ainsi, nous appelons l'eau une ressource qu'il faut protéger, et nous désignons le monde naturel cédant à l'impérialisme linguistique ambiant de l'anglicisme environment, quand nous-mêmes, dans la langue française, possédions l'expression milieu ambiant. Mais la réalité, c'est que l'environnement non plus n'existe pas. Rien ne nous environne. Dans cette pièce, les indigènes le savent très bien, si l'air nous environne, nous mourrons. Il a besoin non seulement de rentrer en nous, mais de devenir nous-mêmes, puisque c'est lui qui va rougir notre sang. De la même façon, les arbres ne nous environnent pas, ils produisent l'oxygène que nous allons respirer. L'océan ne nous environne pas, nous en sortons. À l'origine des temps, nous sommes les descendants de créatures marines. Parce que chaque fois que nous mettons du sel dans nos plats, ce petit geste nous rappelle. Et vous voyez que cette compréhension indigène du monde de nos ancêtres, elle ouvre aussi sur une poétique du monde, puisque nous parlons de langage. Une poétique du monde qui fait dire à l'auteur Kenneth White « Ce n'est pas la communication entre l'homme et l'homme qui compte, mais la communication entre l'homme et le cosmos. Mettez les hommes en communication avec le cosmos et ils communiquent entre eux. » Et puis on pourrait rajouter le mot de philosophe Michel Serres, que je me plais à citer dans mon livre, le savoureux Michel Serres qui disait « Petite pierre dans le jardin du monde académique et universitaire, dont lui-même était un pur produit, université de Stanford, etc. Lisez ce qui paraît en France depuis ma naissance au titre de philosophie. Vous n'y trouverez pas une racine d'arbre, une cascade, un fleuve, la plaine, jamais le sourire de l'océan. Cela pourrait se nommer l'acosmisme,
Nos tyrannies n'ont pas besoin du monde. La philosophie n'est pas seule à perdre le monde comme on dit qu'on perd le Nord. La science, qui pourtant avait le projet de le dire, de le donner, de le comprendre, d'en préparer les productions, l'a perdu tout autant. Tout aussi récemment que la philosophie, pour les mêmes raisons peut-être. Et tout aussi complètement que chacun d'entre nous. Éclatée comme la mitraille en multiples spécialités, elle ne libère aucun lieu où voir grand. Aucun lieu où voir grand. Or, notre civilisation se trouve à un moment de son histoire où soudain nos superstitions, car comme vous le savez, nous les civilisés regardions les sauvages d'hier, le monde indigène comme des êtres soumis à toutes sortes de superstitions, c'était oublier les nôtres, nos propres superstitions. Quelles sont-elles ? Le progrès sans limite, la croissance sans fin, c'est-à-dire le pillage ininterrompu. C'était notre superstition. Aujourd'hui, elle est confrontée à la réalité qui nous dit que, dans un monde fini, nos façons de faire sont létales. Et donc la civilisation se retrouve contrainte et forcée devant l'obligation de procéder à une forme d'examen de conscience qui l'amène à devoir faire certains constats. Celui que la colonisation, toujours, a signifié soumettre, partout. Coloniser, ce fut soumettre. Jamais ce ne fut dialoguer. C'était nous, les sachants. C'était nous, les savants. Le patriarcat, qui s'est imposé assez récemment dans l'histoire de l'humanité, alors que la première expression artistique de l'humanité, sous différentes latitudes, ce sont de petites statuettes, les Vénus, la femme, la fécondité, la fertilité. Et voyez d'ailleurs que, pour caractériser notre civilisation, pour parler de l'espèce tout entière, dans nos langages, nous disons l'homme. L'homme, l'impact de l'homme sur l'environnement, l'homme ceci, l'homme cela. Nous savons toutes et tous que dans cette humanité, la majorité des hommes sont des femmes. La colonisation, le patriarcat, et pour secouer un peu le cocotier, et peut-être choquer, cet humanisme si glorieux, issu de nos lumières, dont nous nous félicitons d'être les héritiers, mais qui toujours place l'être humain au centre de tout et amène à traiter celles et ceux que dorénavant nous apprenons à appeler les non-humains de la manière que vous savez. Peut-être allons-nous vers des temps où il faudra un peu moins d'humanisme et un peu moins d'humilisme, un peu plus d'humilisme, puisque, après tout, les deux mots viennent du terme humus, qui évoque la terre. Un peu moins d'humanisme pour un peu plus d'humilisme, qui nous ramènerait à notre juste dimension et à notre juste place dans l'ordre, non seulement des nations, mais des espèces. Vous l'avez compris, je viens partager avec vous le fait qu'une autre façon d'être au monde passe, et vous en êtes d'éminents spécialistes, par une autre façon de le dire et d'autres termes pour le désigner. Un auteur que j'apprécie beaucoup, qui est également cité dans mon ouvrage, s'appelle Kenneth White, et il est à l'origine d'un courant, d'une école qu'il essaye de faire émerger et éclore plus, et qu'il appelle la géopoétique. Et Kenneth White déclare « Si la vision du monde n'avance pas, c'est qu'elle est bloquée par une terminologie conventionnelle. Un autre langage est nécessaire, qui donne une idée plus grande et plus ouverte de l'univers.
un langage maximal avec un nouveau lexique. Et pour ce poète écossais vivant en Bretagne, ce nouveau langage, c'est le moyen d'ouvrir un monde. Ouvrir un monde. L'ambition n'est pas mince. Et vous l'avez compris, ce langage passe peut-être par le fait de moins penser et de mieux sentir. Moins de construction cérébrale et plus de sentiments. Et me voilà qui sombre devant vous, aéropage scientifique, dans le sentimentalisme. Mais après tout, je sais pertinemment quelle première langue tu entendis. Ce fut la même que la mienne. La première langue, elle est universelle. Elle est celle que le fœtus perçoit dans le ventre de sa mère, au-delà des mots. Et à ce moment-là, nous ne savons pas ce que dit maman, mais nous savons si elle est joyeuse ou triste, animée ou calme, tranquille ou en colère. Et donc le premier langage qui nous a parlé, nous a parlé bien au-delà des mots. Il nous a dit des états d'être. Après tout, nous disons la langue, les langues, le linguisme, le plurilinguisme. Mais la langue, c'est d'abord un organe, celui du goût, un organe tactile. Oserais-je vous le confirmer? Un organe érogène. Je laisse un blanc en me souvenant que le plus pertinent de tous les langages, chez de nombreux peuples indigènes, c'est ce langage-là. Le langage du silence. Vous savez qu'on dit qu'après Mozart, c'est encore... le silence après Mozart, c'est encore du Mozart, mais le silence... Pardonnez la comparaison, le silence au milieu de mon discours, c'est encore du discours. Et je le prolonge car je sens, de façon absolument non scientifique, que d'une certaine façon, ce silence nous rapproche ici dans cette salle. Et je pense au terme que les Lakota utilisent, grand esprit, puisque la langue est un organe du goût, de la satisfaction des crevettes à l'ail, des palourdes que nous partagions hier avec nos langues, des baisers que nous nous ferons. Je pense au terme des Lakota qui disent « Grand esprit, aide-moi à choisir mes mots aujourd'hui d'une juste façon, afin que je n'ai pas à remanger mes mots demain. » Combien avisés serions-nous, si nombreux, à mieux ruminer cette formule avant de nous exprimer dans nos sociétés, où souvent les mots nous servent à la véhémence, à l'acrimonie, à l'exécration, et dans des temps récents jusqu'à la haine. Le silence est donc, à bien des égards, la plus pertinente expression de ce que les indigènes ont à partager avec nous, car dans le silence, on entend mieux le clapot de l'océan le long de la muraille, les oiseaux dans la cour, car après tout, nous ne sommes pas les seuls détenteurs du langage, les oiseaux aussi ont un langage, et depuis récemment, on le sait, on le connaît mieux. Les oiseaux font comme les Marquisiens. Quand les Marquisiens tatouent leur visage, ils tatouent leur généalogie. Un côté, le paternel, l'autre côté, le maternel. Les oiseaux, on le sait depuis peu, dans leur chant, se géolocalisent. Ils déclarent où ils sont territorialement et d'où ils viennent. Et mieux encore, le bouvreuil qui migra à Madère sur les bateaux portugais, faisant la traversée, dorénavant comprend mal le bouvreuil portugais, car cet oiseau de Madère a pris comme un accent.
qui lui rend difficile la compréhension de ses congénères d'un autre territoire. Et voilà qu'évoquant le langage des oiseaux, le vrai, pour de bon, je vois des sourires se dessiner et des rangées de dents apparaître. J'en arrive au terme de mon propos dans les temps impartis, Christian. Et mon livre étant une accumulation de questionnements pour me distancier de toutes les injonctions récemment reçues qui nous invitent à faire ceci, à faire cela, et voyant combien ces injonctions nous divisent, alors que intuitivement nous le sentons bien, les enjeux qui nous font face vont tester la capacité de notre espèce à l'unité. Je prends une seconde de plus, nous sommes ceux qui, les Occidentaux, ne vous sentez pas tous concernés. Nous sommes ceux qui nous considérons comme l'espèce supérieure. Nous sommes les intelligents, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, nous sommes tellement intelligents que pendant longtemps, nous avons considéré que nous étions les seuls intelligents. Espèce supérieure. Dans ce monde-là, l'espèce qui possède la plus grande biomasse, celles et ceux qui pèsent le plus lourd, ça n'est pas nous, ça n'est pas le bétail. Ce ne sont pas les cétacés, ni les pachydermes. Celles et ceux qui pèsent le plus lourd, ce sont les fourmis. Vous mettez toutes les fourmis sur le plateau d'une balance, rien ne pèse, aucune espèce ne pèse aussi lourd sur cette planète. Alors les fourmis, bon. Hein? Oui, mais que les fourmis disparaissent, et par effet domino, réaction en chaîne, pas besoin de vous faire de grands dessins, nous disparaissons. En tant qu'espèce, nous sommes... Que les fourmis soient balayées, nous sommes balayés. Pensez-vous que les fourmis disparaissent si l'espèce humaine disparaît? La réponse est non. Peut-être même pour celles qui s'apprêtaient à boulotter le sucre dans le placard, et c'est une bonne nouvelle, plus personne ne viendra se débarrasser d'elles. Des deux espèces, celle qui dépend de l'autre et celle qui n'en dépend pas, laquelle est supérieure? Cette façon de revisiter les termes de nos langages, elle a tellement influencé Jean Mallory, le centenaire Jean Mallory, que de ses séjours prolongés chez les Inuits du Groenland, les derniers rois de Thulé. Jean Mallory a cette formule, il explique qu'auprès d'eux, auprès de ces populations, il a senti qu'il retrouvait sa propre identité structurelle d'être humain. Peut-être, c'est une des questions, peut-être est-il temps de réentamer le dialogue perdu, le dialogue oublié dans l'hégémonie de nos points de vue, dans notre façon de nous lier à l'autre avec ce si formidable sentiment de supériorité intellectuelle, scientifique, académique. Pour mieux comprendre que le concert des nations sur cette planète inclut des nations qui sont celles et ceux que nous fûmes. Sans les sauvages, pas de civilisés. Vous savez qu'on invite toujours dans les chaînes info les experts. Dès qu'il y a un problème, crise économique, appelez les économistes. Conflit au cœur de l'Europe, faites venir les anciens généraux à la retraite, les experts en géostratégie. Regardez mon frère Papou de Nouvelle-Guinée, tout nu dans la forêt avec son étui pénien, je ne fais pas de geste, j'ai failli. Il est assez low-tech comparé à nos technologies, nos capacités. Pourtant, le jour où sur les chaînes info, on voudra mener un plateau sur la survie, il faudra l'appeler en tant qu'expert
le papou nu avec son étui pénien, car lui, ça fait 60 000 ans. Et son ADN est un des plus anciens de l'humanité. Que sait-il donc? En quoi est-il donc expert? Il est l'expert dans la façon d'assurer d'être encore là demain. Et vous voyez que la question nous taraude. D'une certaine façon, en approchant de ma conclusion, mon propos aujourd'hui était de partager avec vous le rêve et la vision, pour utiliser les termes de la société Lakota, où le rêve est si prégnant, si important, si essentiel pour définir le destin d'une personne, quand chez nous, sortant de l'enfance, nous décidons que pour devenir adulte, il ne faut plus rêver. Mais voyez le monde que nous nous sommes construits, sans rêveurs, avec des managers à la place des rêveurs. Donc peut-être, sans doute, est-il dorénavant important, appréciable, auspicieux, de tendre l'oreille à celles et ceux que hier encore nous regardions comme des sauvages, en réalisant que, puisque sémantique et terminologie, dans sauvage, il pourrait bien y avoir une petite part de sauveur. On connaît tous le mot de Saint-Exupéry, un des auteurs après tout les plus traduits dans un nombre de langues sans doute peu comparables, et qui disait que l'essentiel, vous connaissez le mot, l'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. Peut-être l'essentiel est-il indicible par les mots. On ne dit bien qu'avec le cœur. Mais le cœur, franchement, là encore, je retombe dans un sentimentalisme qui ne peut pas avoir lieu d'être dans une assemblée scientifique. Mais oui, pourtant, où que vous alliez dans le monde, quand vous demandez aux Maoris de Nouvelle-Zélande, aux habitants du Nunavut, aux Samis de Finlande, aux Pygmées de la forêt équatoriale, aux Bushmen du Kalahari, vous leur demandez « Et vous, vous êtes qui ?» Et toutes et tous, dans leur langue, vous répondront, selon les expressions de leur langage, mais avec toutes et tous la même formule, « Nous sommes les êtres humains. Nous sommes les êtres humains. » Les Lakota, pour conclure, puisque j'ai échangé quelques mots avec vous, ce que nous appelions hier les Sioux, un mot d'origine en partie française, les Lakota, Dakota, Nakota, ont une expression, elle est extrêmement scientifique. Elle corrobore Albert Einstein, tout est vibration. Cette formule, dans la langue des Lakota, elle se prononce ainsi, Mita Kuye Oyasin. Littéralement, c'est une adresse à toutes les formes de vie qui m'ont été données, offertes en cadeau au fil de ma vie. Et vous n'oubliez personne. Ni les galaxies lointaines, ni la petite herbe que vous foulez du pied, ni les insectes bourdonnant autour de vous, ni les troupeaux de bisons qui paissent dans la plaine, ni les ancêtres dont les os blanchissent sous terre, ni celles et ceux qui ne sont pas encore nés. Hao mita kuye oyasin, une langue pour s'adresser à toute chose vivante. Hao mita kuye oyasin, une langue avec laquelle s'adresser. On est tenté de dire enfin à toute chose vivante. Merci de votre attention. Aho mitaku yo yasin. Le silence, c'est également le discours. Le silence est d'or. Voilà.
Donc, je ne sais pas si nous avons le besoin d'avoir un échange, et je me demande si le mieux, c'est pas tout simplement le silence et le fait de prendre le temps de je dirais, de la digestion de ce propos extrêmement, je dirais, décapant, comment dirais-je, lumineux. Hein. Mais bon, je vous laisse votre réaction. Est-ce que quelqu'un veut poser une question maintenant? On n'a pas beaucoup de temps, je vais dire tout de suite. Il faut, voilà. J'ai une question là-bas. Jean-Marie. Jean-Marie. Je n'ai pas besoin de micro, vous m'entendez? Parfaitement. Je suis de l'Occident. J'ai beaucoup apprécié tout ce que vous venez de dire. Et je suis tout à fait d'accord. J'ai lu tous les bouquins de Terres humaines, j'ai lu Jean Mallory, etc. Là, c'est mieux? C'est branché ou pas? On m'entend là ou pas? Non. Bon, je ne sais pas si c'est bon. Je dis, j'ai lu tous les bouquins de Terres humaines, je connais Jean Mallory, j'ai apprécié tout ce que j'ai lu dans cette collection, et j'ai beaucoup apprécié tout ce que vous venez de dire. Je suis malgré tout un occidental, je suis un languedocien, et je suis donc malgré tout un autochtone et un indigène de quelque part. Je suis venu en tant qu'occidental en voiture jusqu'ici. Même si j'aime la musique de Mozart, dans la voiture, je n'écoute jamais de musique. J'écoute ce que je vois autour de moi dans la nature. Donc je pense que dans une certaine manière, je corresponds à ce que vous avez dit. Oui ou pas? Alors c'est une très bonne observation parce que le fait de réduire 400 pages d'un livre à un propos de quelques minutes présente le piège du systématisme. Et pour le dire rapidement, mes amis indiens savent pertinemment que, je veux dire de façon un peu simple, pour une assemblée aussi intellectuellement élevée, mais il y a des braves gens partout. Et il ne s'agit pas de battre notre coupe pour être qui nous sommes, mais peut-être de s'inviter nous-mêmes à une forme de l'être persane, à la façon de Montesquieu, et de mieux regarder qui nous sommes, ou qui nous sommes devenus. Car, Jean-Marie, vous avez raison, nous sommes tous les descendants d'autochtones et d'indigènes, toutes et tous. Mais à un moment donné, chez certaines et certains, une rupture s'est opérée qui ne s'est pas opérée partout. C'est la rupture de celui qui appartient, qui a un sentiment d'appartenance et qui devient celui qui se croit le propriétaire. C'est quand Dieu nous a fait à son image. C'est quand au néolithique, le bien commun, le bien devient le bien privé. Ces différentes pistes sont possibles. C'est aussi quand, dans le bassin moyen-oriental, les religions abrahamiques viennent écraser les animismes qui furent la religion de tous nos ancêtres. Qu'est-ce qui nous manque pour redevenir ce que nous fûmes, tout en restant, Jean-Marie, assez fièrement ce que nous sommes. Parfois on me dit, alors vous êtes indien? Ma réponse c'est toujours, non, j'ai pas une seule goutte de sang indien, et si je prétendais être indien, je ferais la chose la moins indienne du monde, car je tournerais le dos à mes ancêtres, à ma généalogie, dont je suis normalement fier, avec une petite pointe supplémentaire en ce qui concerne mes parents directs, pour des raisons historiques qui font que mon père a montré de quel bois il se chauffait dans l'histoire contemporaine de son pays à un moment donné. Donc il ne s'agit pas pour moi de... Ce qu'on reproche au wokisme de radicalité, de refus, de revisite, il faut comprendre que
Par exemple, nous enseignons dans nos écoles à nos enfants que Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Mais Jean-Marie, quand tu viendras avec moi sur la réserve Sioux de Rosebud... Ça, je ne l'ai pas dit. Hein. Non, mais tu verras que tu vas t'asseoir avec des Indiens qui vont te dire, ils vont te donner un petit coup de coude dans les côtes, puis ils vont te dire, hey, Christophe Colomb, c'est nous qui l'avons découvert, perdu sur une plage. Et c'est littéralement le cas, car sans les Arawaks, il suffit de lire le journal de Colomb pour le savoir, sans les Arawaks, Colomb ne survit pas. Simplement, quelques années plus tard, il ne vit plus un seul membre de la population des Arawaks, car c'est comme ça que nous procédons. Donc, Christophe Colomb est un type peu fréquentable. Et ce n'est pas du wokisme, c'est simplement le petit sens du discernement qui permet de réaliser historiquement que tout le monde à son époque ne pense pas comme lui. Tout le monde n'est pas animé par le sentiment de la cupidité à tout prix. Tout le monde n'est pas aveuglé par l'appât du gain, de la notoriété et de la gloire. D'autres. Il est fort possible que l'Amérique ait été découverte par les Basques bien avant Colomb. Peut-être, au lieu de planter un drapeau pour dire « ce territoire m'appartient », se sont-ils contentés d'échanger quelques-uns de leurs outils contre un peu de viande séchée et puis ensuite y coucharter à plus tard. Donc, mon propos n'est pas de nous couvrir de cendres, de nous flageller, mais simplement de revisiter un peu, grâce au regard de l'autre porté sur nous, qui nous sommes. Ainsi les Blancs. Nous, les Blancs, nous sommes habitués à dire les Noirs, les Arabes, les... Mais dès qu'on dit les Blancs, ça nous fait bizarre. Mais oui, mais c'est comme ça que nous procédons. Pourquoi l'autre ne procéderait-il pas de la même façon à notre égard? Voilà. C'est plus des effets de miroir que je pense qu'il est salubre que nous installions que l'exercice de mea culpa. Merci beaucoup pour cet éclairage complémentaire. Et personnellement, je pense qu'on va devoir interrompre et passer la parole à Thierry Auxerre et Maud Cyrus-Clanatal. Mais moi, personnellement, je ne l'ai pas entièrement lu. Je n'ai pas eu le temps parce que chaque chapitre se digère. Il faut prendre du temps et le relire éventuellement. Et je vous invite très sérieusement à prendre connaissance de l'esprit ensauvager. Qui est véritablement... C'est pas un examen de conscience, effectivement. C'est un appel à une certaine forme de clairvoyance assez fondamentale. Voilà. Merci beaucoup, Maurice. Merci beaucoup, merci à vous beaucoup. Bonne fin d'assise.